notre tableau d'honneur de la saison 2024-2025 du LOSC, en parlant des joueurs qui ont un petit peu marqué cette saison, que ce soit d'un point de vue positif, un petit peu plus négatif aussi. Le meilleur joueur, le flop, la révélation, la déception, le meilleur et le pire transfert. Sans plus attendre, le meilleur joueur, c'est une catégorie où j'ai pas mal hésité parce qu'il y a pas mal de saisons un petit peu différentes, des dynamiques de saisons différentes. Romain, tu t'es orienté vers quel joueur tu veux récompenser parmi le meilleur de cet effectif lillois? J'ai pas hésité, je vais faire très court, c'est possible, je te promets. Je vais citer Lucas Chevalier, parce que je pense que ça a été le joueur de la saison, même en Ligue des Champions. C'est le joueur où je me suis dit, lui, tu le mets dans un autre grand club européen, il n'y a aucun problème. Il a prouvé à haut niveau, à très haut niveau, qu'il avait les épaules, qu'il avait les capacités à répondre présent. C'est pour moi sur aussi la durée de la saison le joueur le plus régulier, le plus décisif sur certains matchs où le LOSC aurait pu voir sa saison prendre une mauvaise tournure. Je me rappelle du match à Toulouse notamment, où le LOSC l'emporte alors que c'est un match sans Lucas Chevalier. Je suis persuadé que le LOSC perd ce match-là. Donc c'est Chevalier sans contestation possible pour moi, mais tu as le droit de douter. Non, mais je te rejoins parce que je m'étais noté deux noms pour rien vous cacher et il en faisait partie parce que Lucas Chevalier, évidemment, vraie très très grosse saison, celle qui va l'emmener vers les très gros clubs. Déjà l'un des tout meilleurs gardiens du continent et qui en plus est un vrai modèle de régularité parce qu'on sait que sa première partie de saison est excellente, la deuxième un tout petit peu moins bonne et pourtant j'ai aucune image d'un Chevalier fautif, d'un Chevalier décevant. C'est un gardien qui, malgré son jeune âge, malgré le fait qu'on soit à un poste qui est maturation un petit peu plus lente, un gardien très 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 régulier, déjà une valeur sûre et le meilleur gardien de Ligue 1 selon ses pairs, c'est aussi à noter, donc c'est pas anodin. Et je te rejoins sur le cas Lucas Chevalier. Je voulais aussi récompenser moi un autre joueur que j'ai nommé, c'est Akon Haraldsson, qui a pas vécu une saison facile. Il a été longuement blessé au pied pendant 3 mois. Il s'était blessé pendant la trêve internationale de septembre avec l'Islande. Et son début de saison avait été exceptionnel, stratosphérique. C'était incontestablement le meilleur joueur lillois dans un rôle de numéro 8, on s'en souvient, dans le double pivot reculé où il avait été excellent par son volume de jeu, sa vision de jeu, sa capacité à faire la différence en étant un petit peu plus reculé. Je pense que c'est l'un des grands artisans, si ce n'est le gros artisan de la qualification aussi du LOSC en Ligue des Champions. C'est un petit peu de là que part toute la saison. Et puis, quand il revient en janvier, en décembre, fin décembre, début janvier, on ne sait pas trop sur quel Conor Haraldsson on va pouvoir compter parce qu'il revient d'une longue blessure de 3 mois et son début d'année 2025 il est aussi exceptionnel, le meilleur joueur du LOSC. On avait fait comme chaque mois la petite élection du joueur du mois. Et à chaque fois, nos lecteurs, je crois que c'est en janvier, février, mars, en tout cas pendant 3 mois d'affilée, ont mis Conor Haraldsson parce qu'il était tout simplement partout, que ce soit sur le côté gauche, sur le côté droit, surtout dans l'axe où il est, je pense, le meilleur. Tout simplement c'est aussi un petit peu le baromètre, j'ai l'impression, de cette équipe du LOSC qui, au début de saison, est très très forte avec ce barrage de Ligue des Champions à jouer. Ils arrivent à négocier et la Ligue 1 et le barrage de Ligue des Champions. À l'automne, on parlait tout à l'heure de Saint-Etienne, de cette petite passe d'un petit peu moins bien. C'est quand Akon Haraldsson n'est plus sur le terrain. Et puis sur la fin de saison, il est un petit peu moins brillant. Pareil, le LOSC tourne un petit peu moins bien, alors que de janvier à mars, c'est janvier, février, mars, c'est l'une des toutes meilleures équipes de France. Donc un petit peu le baromètre, c'est pour ça que je voulais aussi parler d'Akon Haraldsson. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je le mettais dans la catégorie meilleure progression pour moi, Conor Haraldsson, qui m'avait laissé sur ma faim la saison dernière, qui était une saison d'acclimatation, preuve que on l'a déjà dit par le passé, on l'a déjà dit par d'autres clubs, il ne faut pas s'arrêter un jugement définitif sur un joueur au bout d'un an. Cette année, il a vraiment pris la pleine mesure de la Ligue 1, notamment sur l'aspect athlétique. Alors, ça ne sera jamais le joueur le plus puissant, le plus véloce, tout ce que vous voulez, mais il s'est adapté, il a réussi à comprendre le championnat pour mettre en avant ses qualités. Avec vraiment, on parlait de qualité de déplacement tout à l'heure avec Mathis Sabine. J'ai l'impression qu'Okon Haraldsson est toujours dans la bonne zone au bon moment. Il y a le coup d'œil avant la prise de balle pour savoir où sont ses coéquipiers, pour jouer dans le bon timing. Tous ces aspects-là qui en font un joueur très intelligent et très précieux. Et pour moi, l'un des joueurs qui a le plus progressé cette année et qui a fait oublier Angel Gomez, ce qui n'était quand même pas une mince affaire par rapport à l'impact qu'avait eu l'Anglais la saison dernière. Justement, transition toute trouvée, puisqu'on va parler du flop, de celui qui a totalement raté sa saison. C'était pas facile d'en trouver un dans cet effectif qui globalement était très performant. Mais s'il y en a bien un qu'on a malheureusement pas vu de la saison, qui a manqué sa sortie par rapport à Jonathan David, c'est Angel Gomez, qui
déjà n'était pas ultra performant quand il était sur le terrain en début de saison. On sentait que ce soit dans un rôle de 8, dans le double pivot ou en position de numéro 10, il manquait, par exemple, si on fait la comparaison avec Connor Hudson, il manquait très clairement d'impact, d'affluence, même simplement on le sentait moins concerné, déjà un petit peu projeté sur l'avenir. Ça s'est confirmé sur la suite de la saison. Il a été blessé musculairement. C'était aussi un bon prétexte pour commencer à l'écarter tout doucement de cette équipe. Et il a quasiment pas joué de la seconde partie de saison. C'est voilà, pas grand-chose à rajouter au final quand on regarde sa saison, son temps de jeu, ses performances. Ça dit un petit peu tout de la triste saison d'Angel Gomez pour quitter le LOSC. Alors lui aussi, il va pas manquer de courtisans parce qu'il a l'avantage d'avoir quand même derrière lui des vraies saisons, des vraies références. Cet aspect aussi anglais très prometteur, un Eurosport où il avait été très bon. Mais pour le coup, cette saison 2024-2025 d'Angel Gomez, très clairement, ça ternit son tableau de son aventure du LOSC qui, dans la globalité, reste assez réussi. Mais cette dernière saison, la sortie est totalement manquée. Oui, totalement. Par rapport aux attentes qu'on avait en début de saison, il est passé à côté. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément fait une très bonne saison du côté du LOSC, mais sur lesquels on avait moins d'attentes ou plus d'attentes. Par exemple, un Samuel Umtiti, j'ai plus d'attentes, malheureusement. Et limite, c'est une bonne surprise quand il est disponible, qui peut jouer 2, 3, 4 matchs. Autant Angel Gomez, quand la saison démarre, je m'attends à ce qu'il soit le régulateur du jeu lillois, je m'attends à ce qu'il soit le meneur de jeu de cette équipe, qu'il ait un impact conséquent. Au final, il a joué 13 matchs de Ligue 1, je crois. Je ne sais même pas s'il y a un but, une passe décisive. C'est familique, qui plus est le bilan stat. Et puis, tu l'as dit, la dernière impression. Alors, Jonathan David a terminé sportivement un peu sur la jante. C'était un peu compliqué, mais il était là, il s'est battu jusqu'au bout. Voilà, dans l'image, on était dans l'attitude, le comportement, l'image, c'était tout autre que ce qu'a fait Angel Gomez. Qui lui a terminé dans l'anonymat le plus complet sur le banc de touche, en ne sortant même pas du banc de touche, et encore quand il était sur le banc de touche, quand il était convoqué dans le groupe. Donc oui, je suis d'accord avec toi, j'ai pas besoin de rajouter plus d'arguments, tu as tout dit, c'est le flop de la saison. Ouais, très clairement flop unanime, 14 matchs cette saison, 24% des minutes jouées, alors que c'est un cadre normalement de cette équipe du LOSC, au moins sur le plan sportif. Très clairement sortie manquée de la part d'Angel Gomez. La révélation, le joueur qui s'est, comme son nom l'indique, révélé sous nos yeux. J'ai plusieurs noms, donc je vais m'adapter à ce que tu vas dire, Roman, puis comme ça je viendrai compléter avec un autre nom. Quelle est ta révélation de la saison du côté du LOSC? J'allais dire, vas-y, prends la main, parce que tu me laisses souvent la main, et du coup tu te retrouves avec le deuxième choix, mais moi je pense que j'ai... Vas-y. Non, je disais, ça m'arrange d'avoir le deuxième choix pour pouvoir compléter. Je vais partir sur, sans te surprendre, je pense, Mathias Fernandez Pardo. Alors oui, sa première saison, elle n'est pas parfaite. Oui, il y a eu des moments un peu difficiles où il a un peu disparu de la circulation. Il y a eu des petites blessures par-ci, par-là. Il y a des matchs qui nous ont un peu frustrés. Il y a un bilan bilan comptable en championnat qui n'est pas non plus exceptionnel. 22 matchs, 4 buts, 2 passes. Mais l'impression, les promesses qui sont faites. Alors oui, le LOSC a remis de l'argent sur la table pour le faire venir alors qu'il avait été formé au club. C'est toujours dommageable de devoir payer 10 millions pour un joueur qu'on a en grande partie formé, mais qu'on a dû laisser partir parce que c'était les années compliquées du club sous Gérard Lopez et qu'il n'y avait pas de projet pour ce profil-là. Mais on l'a rattrapé. Et je préfère presque qu'on le rattrape en mettant 10 millions sur la table plutôt que dans 2 ou 3 ans, on le voit éclater ailleurs en Europe, chez un autre gros club français, et qu'on dise « Ah, mais on a laissé passer cette pépite-là ». Je vois vraiment beaucoup de bonnes choses. Je pense que un joueur cadré mis dans le bon moule, entre guillemets, même s'il faut lui laisser des libertés, mais avec un entraîneur qui va réussir à aller chercher tout son potentiel en lui, tout en lui faisant comprendre, et ce que Bruno Genesio a réussi à faire sur la fin de saison, je trouve qu'il faut une certaine rigueur collective et tactique, notamment sur l'aspect défensif. Je pense que l'an prochain, Mathias Fernandez Pardo a tout d'un joueur potentiellement double-double dans notre championnat, avec un peu plus d'altruisme, ce qui peut peut-être lui manquer un petit peu aujourd'hui, mais il a des qualités pures, des qualités intrinsèques que je vois chez très peu de joueurs de notre championnat. Capacité d'être à la fois rapide, puissant, véloce, capacité à jouer dans l'axe, d'être également une solution en tant qu'attaquant intérieur quand il part de la gauche. J'aime vraiment beaucoup le profil et je trouve qu'il nous a déjà montré des choses sur cette deuxième partie de saison et qui va susciter beaucoup d'attentes et de promesses pour la saison prochaine.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je me l'étais noté évidemment, Mathias Fernandez Pardo, qui, je me suis fait la réflexion au cours de la saison. J'ai pas souvenir, en tout cas sur les 3-4 dernières années, évidemment Eden Hazard existe, mais d'avoir vu un attaquant, un profil Mm. d'attaquant aussi jeune, aussi talentueux, avec un plafond aussi haut. C'est un très À bon Lille, coup. hein, on est d'accord, hein, parce Oui, oui, qu'on... oui, oui, bien Oui, sûr, oui, ouais. Ouais, tu fais bien de préciser, parce qu'on est sur un joueur qui quand même avait été recruté, qui est la recrue la plus chère de l'été lillois la saison passée, entre 10 et 12 millions d'euros si je me souviens bien, et c'est ça. qui, sortait quand même d'une demi-saison en Belgique pour l'avoir un petit peu suivi, pour suivre un petit peu le championnat belge, prometteuse. De là à être aussi impactant, notamment sur la deuxième partie de saison, très loin de là. Et je pense qu'on peut avoir une trajectoire un petit peu à la Connor Hudson, une première saison où déjà Mathias Fernandez Pardo s'est montré plus performant, mais une première saison un petit peu dans l'ombre, un petit peu où on n'a pas forcément d'attente tout de suite, et une deuxième où il prend une vraie dimension de leader, notamment sur le plan offensif, parce qu'on l'a dit, tu l'as bien rappelé, il a toutes les qualités pour être un vrai leader, pour déjà être l'un des tout meilleurs joueurs du championnat, un potentiel joueur en double-double, même s'il y a encore, tu l'as dit, Bruno Genesio le rappelle souvent, il y a cette rigueur tactique défensive, il y a aussi la justesse décisionnelle dans les derniers mètres. Il y a pas mal de choix encore, des choix de passe, des choix de centre, des choix de frappe, de dribble, qui sont encore un petit peu imparfaits. C'est normal, à son très jeune âge, il a seulement 20 ans, il vient de les fêter. Il Et a encore du mal à terminer les actions, je suis d'accord avec toi. Souvent, on voit faire la ouais. différence sur le premier pas, sur la capacité d'accélération, sur un dribble au départ, et ensuite un peu tête baissée. Il y a cette tendance un peu tête baissée, ou alors l'excès d'individualisme dans certains choix, alors qu'on voit qu'il y a la passe ou qu'il y a déjà l'angle de frappe, un peu épurer son jeu, entre guillemets. Ouais, aussi, et puis je lui avais justement posé la question quand il était en très grande forme, quand il enchaînait les matchs où il était décisif, buteur. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de. Mm. On se souvient de ce déplacement à Lyon, il avait pas mal, loupé pas mal de face à face, pour que tu sois aussi décisif, aussi bon finisseur ces dernières semaines. Et lui a beaucoup parlé du travail qu'il a effectué, d'une prise de conscience. Et son coach et Benjamin André aussi en avait parlé dans les semaines qui suivent, où sans le dire aussi clairement, c'est plus un ressenti que j'ai, mais on sentait qu'il y avait aussi un travail à l'entraînement, une capacité, un comportement à avoir, une implication qu'il n'avait pas forcément sur son arrivée, sur ses premiers mois du côté du LOSC, aussi pour ça qu'il jouait beaucoup moins sur la première partie de saison. Et là, on sent qu'il a pris, même en dehors des terrains, une dimension où il se dit, OK, c'est maintenant, c'est là que je vais franchir un cap, c'est là que je vais m'imposer, c'est à moi, j'ai les qualités, j'ai le talent, et maintenant la prise de conscience est faite, le déclic est arrivé, et j'ai clairement les qualités pour être, dès mon jeune âge, dès cette saison, un joueur important de cette équipe. Et on l'a vu sur la fin de saison, il sort quand même pas mal de fois le LOSC de la panade, où son Mm. profil, je l'ai dit, est un petit peu unique au sein de cette équipe, et c'est un joueur qui, on l'a dit, va très certainement jouer un rôle important à l'avenir. Je m'étais aussi noté, je vais faire plus court, Ethan Mbappé, parce que lui, pour le coup, on savait pas du tout à quoi s'attendre à son arrivée. On l'avait vu chez les jeunes du PSG, un petit peu avec les pros. Il y avait pas mal de son contraire, un joueur talentueux, beaucoup moins que son frère, mais un joueur talentueux, ou alors justement le frère d'eux qui n'a rien à faire dans le foot pro, où il a montré sur cette saison quand même qu'il avait de vraies qualités. Il a un temps de jeu très 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 réduit, c'est seulement 300 et quelques minutes. C'est moins par exemple qu'un Mohamed Bayo. C'est dire aussi un petit peu la marge de progression qu'il a sur le plan physique, trop souvent blessé malheureusement. Tan Mbappé a son grand désarroi, mais musculairement il y a encore pas mal de développement à faire sur ce point pour se stabiliser. Mais sur ses rares entrées, sur ses rares titularisations, on avait un joueur très prometteur, très souvent lui pour le coup dans le sens du jeu, déjà très intelligent, pas mal travailleur, et qui a cette capacité à être impactant, influent sur le jeu. Donc là aussi, ça met un petit peu la puce à l'oreille pour la suite, et ça me donne envie de voir la suite du côté d'Ethan Mbappé. On n'attend pas un joueur qui prend le même statut que Mathias Fernandez Pardo, mais pourquoi pas un joueur qui s'impose dans la rotation et qui peut mettre vraiment à mal, en tout cas, le statut du prochain titulaire sur l'aile droite, qui risque de ne pas être Edon Zegrova. Et ce qui n'était pas attendu, hein. Déjà, on ne savait pas trop son poste, puisque au centre de formation Aussi, au ouais. PSG, il jouait un cran plus bas. Il était davantage 6-8 que dans ce poste d'ailier, même si c'est pas vraiment un ailier. J'ai l'impression que c'est plus un milieu latéral, un peu dans la vision du poste. On en rigolait entre nous il n'y a pas longtemps. Je t'ai fait la comparaison avec Xavi Simons en termes Mm. de profil, de gabarit, de joueurs comme ça qui se De réinventent un petit trajectoire en peu. termes de poste, ouais. C'est C'est ça. ça, qui se réinvente un petit peu une fois arrivé chez les professionnels, qu'on avait vu un cran plus bas en formation et qui monte d'un cran avec des qualités qui sont hyper impactantes dans le foot actuel.
Bon, et je pense qu'Ethan Mbappé n'aura jamais la trajectoire de son grand frère, il n'ira jamais aussi haut. Mais par contre, dans un effectif compétitif de Ligue 1, dans un rôle de 12, 13, 14e homme, de premier, deuxième remplaçant offensif, la capacité à prendre le relais quand il y a un blessé, si les blessures le laissent tranquille, je pense que ça peut être un projet gagnant à terme pour le LOSC, puisqu'on se rappelle qu'il est arrivé libre de tout contrat. Donc, il n'a Exactement. rien coûté au LOSC pour l'instant, c'était un pari. On ne peut pas dire qu'il est gagnant au bout de la première saison, tant il y a eu de pépins musculaires le concernant. Par contre, c'est un projet d'avenir intéressant. Et puis, c'est un joueur qui a seulement 18 ans, hein, on l'oublie, Oui, mais on parle beaucoup de la jeunesse d'Ayoub Boadi, mais c'est encore un joueur qui devrait être avec les U19 ou la réserve normalement du LOSC, qui est déjà parmi les professionnels, donc ça annonce que du bon pour l'avenir. Je vais enchaîner avec ma déception, cette fois je vais commencer, je me suis noté qu'un nom, c'est Edon Zegrova. Edon Zegrova, malheureusement, malgré lui, mais pas que, on a l'impression, en tout cas, selon les dernières infos, que lui aussi, tu t'en parlais tout à l'heure, a pas forcément tout fait pour revenir à l'heure et participer à cette fin de saison. C'est aussi une déception d'un point de vue de la gestion de la part du staff médical du club dans son ensemble. Une blessure qui a été mal diagnostiquée. On sait que ces blessures voilà, à l'adducteur, au pubis, sont très difficiles un petit peu à traiter. C'est pour ça qu'on était aussi pas mal précautionneux avec Osame Sarawi. Mais il n'en reste pas moins que là aussi, on se dirige vers une fin d'aventure pour Edon Zegrova et être absent pendant presque que 6 mois parce qu'il est absent depuis décembre, mais ses premières douleurs remontent au mois de novembre. À Rennes, je me souviens, c'était le match des 80 ans du club. Et on est sur un ailier, un attaquant, un joueur tout simplement qui a énormément manqué au LOSC. On l'a dit dans cette capacité à pouvoir se montrer dangereux, pour se montrer créatif. Mitchell Baker, malheureusement, n'a pas les qualités d'un Edon Zegrova à ce poste. Il a beaucoup impacté, je pense, la deuxième partie de saison du LOSC. On a vu que son profil manquait quand même. On a pu se poser la question parfois quand on voyait que ça tournait bien. Est-ce que le LOSC est finalement meilleur sans Edon Zegrova? J'ai jamais été de cet avis parce que c'est un joueur très important, très, très fort intrinsèquement à l'échelle du LOSC, mais tout simplement c'est une déception non seulement de ne pas l'avoir vu autant, mais aussi du point de vue de la gestion du club. C'est assez décevant de gérer peut-être l'une de tes plus grosses valeurs marchandes, l'un de tes tout meilleurs joueurs de cette manière pour conclure cette aventure qui aurait été belle, assez courte, mais qui aurait dû se finir d'une autre manière, très certainement pour Edon Zegrova. ouais, totalement. Autant je considère, ça peut paraître paradoxal de dire ça, puisqu'il a 26 ans, mais que Edon Zegrova n'est toujours pas un joueur fini. Dans sa manière de concevoir le football collectivement. Je trouve qu'il y a toujours des choses qui à certains moments, peuvent surprendre pour un joueur qui, quand même, maintenant a un paquet de matchs chez les professionnels, qui prétend à jouer à très haut niveau la saison prochaine, potentiellement chez le champion d'Italie, si le deal finit par se faire et si Naples est champion. J'ai l'impression qu'il lui en manque encore un petit peu. Par exemple, en Ligue des Champions, je trouve que ça s'est un peu vu sur certains matchs. Mais il devait être le leader du LOSC cette saison offensivement. Oui, il y a toujours Jonathan David, mais par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier, où certains se demandaient si c'était pas le meilleur dribbleur du championnat de France, voire le meilleur joueur du championnat de France après le départ de Kylian Mbappé. J'ai entendu des choses comme ça en fin de saison dernière. Bon, il n'a pas été à la hauteur de son statut. La faute à des blessures, mais la faute aussi, je pense, on parlait d'Angel Gomez qui avait peut-être lâché en route, qui avait peut-être à un moment donné débrancher un peu le cerveau. Je pense que sur la fin de saison, Edon Zegrova, il y a eu un peu de ça aussi. Et je pense que ça peut lui porter préjudice à terme. Comportement de joueur de très très haut niveau. On ne fait pas ce genre de choses. Je pense que sa blessure, même s'il y avait peut-être l'envie de ne pas prendre de risques, sachant qu'il y avait un transfert derrière, je ne suis pas persuadé que ça montre la capacité du joueur à encaisser des choses difficiles quand on va tout en haut. Et c'est le petit frein que j'ai encore avec lui aujourd'hui. Ouais, je te rejoins et je pense que le départ de Paulo Fonseca lui a fait très mal aussi. Oui. Il était très très proche de l'entraîneur portugais, même si lui était très exigeant envers son joueur. Mais il y C'est avait pas une uniquement vraie parce qu'ils faisaient les relation. boutiques ensemble. Ouais, j'allais le souligner, mais même au-delà de ça, ils étaient très très proches. Et je pense qu'il n'y a pas évidemment cette même relation avec Bruno Genesio, donc pas la même implication. On se souvient aussi au tout début de saison, notamment dans les tours préliminaires, que Oui, je Bruno jouais Genesio pas. s'était passé de ses services. Ouais, il était sur le banc, il avait été décisif en sortant du banc, mais il n'était pas titulaire à cette époque-là. Donc je pense aussi que il y avait cette déception individuelle. C'est pas une excuse, hein, mais c'est pour expliquer aussi peut-être le potentiel manque d'implication qu'on a pu avoir du côté d'Edon Zegrova. C'était aussi ta déception, alors tu avais un autre nom?
Zegrova, oui, en fait partie. Je vais donner un autre nom rapidement. Il a été là qu'une demi-saison, mais je vais citer quelqu'un que tu connais bien, Chouba Akpom, pardon. Aussi, ouais. Dans le sens où il n'a pas démérité, je trouve. Il y a eu un bon match à Rennes, notamment, lors de la victoire au Roazhon. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, la greffe que j'attendais de voir, elle n'a pas du tout pris. J'ai l'impression qu'en fait, ça n'a jamais matché. Alors oui, il met le penalty qui permet à Lille de terminer 5e en fin de saison. Il met 3 buts en 14 matchs, mais je m'étais dit, quand il arrive, c'est intéressant dans le sens où, même si les profils sont un peu similaires, je sais qu'il y a eu un débat entre toi et entre Bruno Genesio et toi Ouais. sur le sujet, est-ce que Akpom et David sont complémentaires, comment les faire jouer ensemble, toutes ces choses-là. Je me disais que ça pouvait être une bonne idée dans le sens où c'était un pari à moindre coût de la part du LOSC avec un prêt sur Chouba Akpom. On avait besoin d'un deuxième attaquant. Ça reste quand même un deuxième attaquant, un attaquant établi avec quelques garanties. Et je sais pas, à la fin de cette pige de 5 mois, je suis là et je sais pas quoi en penser. C'est pas mauvais, mais ça n'a pas été très bon non plus. J'ai l'impression qu'en fait, dans quelques années, on se dira: ah ouais, c'est vrai, Chouba Akpom, il est passé par Lille, mais que très peu de monde s'en rappellera, que ça n'aura pas été impactant en fait. Alors que j'attendais un peu plus de ce joueur-là. Ouais, non, je te rejoins. Alors déjà, faut pas oublier qu'il y avait une option d'achat à 12,5 millions d'euros qui n'a donc pas été levée. Elle était quand même pas mal surélevée. Je ne sais pas si le LOSC avait vraiment dans l'idée de la lever, parce que pour un attaquant, doublure de Jonathan David de 29 ans, d'acheter 12,5 millions d'euros, c'était assez onéreux. Mais je te rejoins, il y avait cette question du profil. Il y a des caractéristiques similaires avec Jonathan David, cette capacité à décrocher, à participer au jeu. Lui aussi a beaucoup joué dans un poste de numéro 10, par exemple, Chouba Akpom, mais il apporte aussi autre chose, plus de qualité athlétique, en tout cas dans le domaine aérien, davantage un point de fixation. C'est pour ça qu'il y avait cette question en tout cas, à mon humble avis, à son arrivée, c'est une bonne doublure parce que c'est un profil similaire. C'est aussi un joueur qui peut être complémentaire par cet aspect point de fixation davantage que Jonathan David. Et c'est ce qu'on a pu voir sur la fin de saison avec un 4-4-2 qui a été pas mal utilisé. Finalement, je te rejoins, j'ai l'impression que la greffe n'a jamais pris. Et je suis pas sûr finalement que Bruno Genesio, c'est un ressenti, hein, mais vraiment apprécié son profil. On avait l'impression que c'était, malgré la relative méforme de Jonathan David, que c'était pas dans l'esprit de Bruno Genesio un joueur capable de challenger Jonathan David. C'est un sujet, hein, depuis que Mohamed Bayo est ici, cette doublure, cette absence de vraie doublure challengeante pour le numéro 1, pour Jonathan David. Et je pense que Chouba Akpom est un attaquant intrinsèquement plus performant, plus bien meilleur que Mohamed Bayo. Malgré tout, dans Oui, l'esprit de Bruno Genesio, ça n'a pas été le cas, et je suis d'accord avec toi, il y a cette petite déception. Le timing aussi l'a pas arrangé parce qu'il avait seulement 6 mois pour faire ses preuves, parce qu'il avait ce rôle de doublure, donc d'émiette pour faire ses preuves, et que quelques semaines après son arrivée, le LOSC voit s'envoler la Ligue des Champions et la Coupe de France. Donc beaucoup moins ça fait beaucoup. d'opportunités aussi. C'est ça, pour se montrer. Et quand on sait que Jonathan David a un modèle de régularité et qu'il est jamais blessé, c'est compliqué de pouvoir se montrer quand on est Chouba Akpom. Justement, un transfert qui a pu peut-être décevoir. On va conclure cette émission avec nos meilleurs et nos pires transferts. Le meilleur transfert, je vais commencer. J'ai pensé à Mathias Fernandez-Pardo qu'on a évoqué. J'ai pensé aussi à Ethan Mbappé qu'on a évoqué. Pour ça que je suis parti sur un autre nom, Ngalayel Moukao, un joueur dont on n'attendait pas beaucoup, qui a été acheté environ 5 millions d'euros, qu'on ne connaissait pas du tout, pas vraiment à son arrivée. Un joueur en plus qui arrive dans un secteur bien fourni. Alors, à son arrivée, il n'y avait pas André Gomes, il n'y avait pas non plus Nabil Bentaleb, mais il y avait quand même Ayoub Boadi, Benjamin André, Akon Haraldsson, Angel Gomes qui peuvent redescendre. Donc, pas évident non plus de se faire une place dans cet effectif, dans cette équipe. Et pourtant, Mouko a seulement 19 ans, 20 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est vraiment fait une place de choix. Tu t'en parlais tout à l'heure, une fin de saison un petit peu moins bonne aussi, parce que lui aussi a eu moins d'opportunités et la concurrence a joué, mais un profil très impactant, très intéressant, beaucoup plus dans la projection que tous ses concurrents au poste, qui met beaucoup d'impact, que ce soit défensivement ou offensivement, qui en plus, on a découvert cette polyvalence, cette capacité à jouer numéro 10, on se souvient de son doublé à Bologne notamment, et un joueur qui, pour le prix qu'il a coûté, rapporte vraiment beaucoup déjà à court terme, et qui en plus, lui aussi, a un vrai potentiel de développement. Et on parlait tout à l'heure
des papis, entre guillemets, du milieu, Bentaleb, André Gomes, Benjamin André, qui vont arriver en fin de cycle à un moment donné. Je pense qu'avec Mouko, Boadi, Hugo Ragoubert aussi qui va pouvoir revenir, on a quand même une relève qui est assurée. Et Mouko, pour le prix, pour le rapport qualité-prix, et en plus dans cette, aussi ce potentiel de développement et de revente à terme, à long terme, je pense que c'est un vrai bon petit coup de la part du LOSC l'été dernier. C'était pas celui qu'on attendait le plus, mais il a vraiment répondu un petit peu au-delà des attentes, de mon humble avis. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait le troisième coup après Onana et Baleba, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est exactement dans la même veine. Un joueur pas forcément dans les radars des plus gros clubs, avec un vrai potentiel qu'on arrive à mettre en valeur, dont on arrive à tirer le maximum, qui sera peut-être pas vendu tout de suite et peut-être pas aussi cher que les deux précédents, mais sur lequel on a le sentiment que le LOSC fera à la fois une bonne opération sportive puisqu'il apportera quelque chose et à terme une bonne opération économique. Donc ça a tout du bon transfert. Ça coche beaucoup de cases effectivement. Je vais partir sur un profil moins trading, dans le sens où on a beaucoup valorisé ça dans l'émission. Je vais partir sur un profil d'un joueur pompier de service, en fait, qui est venu rendre des services durant la saison. Je vais partir sur Mitchell Bakker. C'est pas le transfert le plus sexy qui soit. Déjà, c'est un prêt payant. Mais en fait, il arrive pour le poste de latéral gauche au départ avec la blessure d'Ismaili. Et puis, on a vu qu'en fin de saison, le vétéran Ismaili arrive toujours à récupérer sa place. Il ne s'arrête jamais. Il a peut-être même prolongé d'une saison, pour preuve. Alors qu'on le pensait au départ lié à Paulo Fonseca, avec qui il est arrivé. Quand il avait prolongé il y a un an, il y avait déjà une petite surprise et il pourrait refaire le coup. Et Mitchell Bakker, quand on avait besoin de lui un cran plus haut sur le terrain, que ce soit à gauche ou surtout à droite, il a répondu présent. Et pour moi, c'est l'incarnation des joueurs de club dont tu as besoin. Tu as besoin de mecs comme ça, qui sont pas les plus forts, qui sont pas les plus qualitatifs, mais qui a l'état d'esprit, qui a l'âme, qui a l'envie, même s'il a terminé la saison difficilement, lui aussi, moins performant réellement le dernier trimestre. Mais le bilan d'ensemble pour un joueur qui était venu rendre service comme ça, qui appartenait pas au club, qui aurait pu prendre ça par-dessus la jambe, pas du tout. Je trouve qu'il a affiché une abnégation, une détermination tout au long de sa saison au LOSC. Il va pas rester. De ce qu'on a compris, l'option d'achat va pas être levée non plus le concernant, ou il y aura peut-être rediscussion dans quelques temps. Mais tu vois, autant Chouba Pom, je pense, laissera aucun souvenir, autant je pense que Mitchell Bakker laissera un très bon souvenir aux suiveurs et aux supporters du LOSC. Ouais, on en avait parlé en off avec Olivier Létang. Alors, normalement, il n'y a pas d'option d'achat, mais il y avait quand même cette volonté, pourquoi pas, de pouvoir le recruter. Mais le salaire de l'Atalanta, Olivier Létang Ouais. nous l'avait dit, c'est pas le même grille salariale que du côté du LOSC, qui est donc malheureusement impossible. Mais tu l'as dit, dans l'état d'esprit, dans aussi l'amour un petit peu du maillot, parce que lui venait simplement pour une saison. Et il a quand même, il s'est vraiment dévoué. Je trouve que c'est assez impressionnant pour un joueur en prêt d'avoir cet état d'esprit, pour quelqu'un qui s'inscrit pas sur le long terme, d'être autant impliqué dans un projet. C'est aussi là aussi un vrai bon petit coup intelligent de la part d'Olivier Létang et de la cellule de recrutement qui en plus a aussi beaucoup apporté par sa polyvalence latérale gauche. On a beaucoup aussi parlé quand il était ailier droit, il avait commencé ailier gauche quand il dépannait. Donc non, joueur très intéressant et très bon petit coup de la part du LOSC. A contrario, le pire transfert de mon côté, c'était très compliqué à trouver parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais transfert sur cette saison. De ton côté, tu es parti sur quoi, Romain? Alors j'en ai un, mais j'en ai un dans le sens des départs. Ok, oui. C'est un peu bizarre comment je vais l'amener, mais le pire transfert pour moi, c'est le prêt de Raphaël Fernandez au Glasgow. Ok. Parce que c'était un joueur en situation d'échec à Lille, en tout cas qui jouait pas, de ce qu'on a compris, qui psychologiquement n'était pas bien dans le nord de la France, qu'on a prêté en Écosse. Bon, il arrive, on se dit quelques miettes au départ, il va progressivement gagner du temps de jeu. Et puis un changement de coach, il a complètement disparu de la circulation. Donc un prêt pour rien, un prêt qui n'a absolument servi à rien et qui va peut-être renforcer encore plus l'état psychologique dégradé du joueur et qui n'a pas permis au LOSC de se dire, comme avec d'autres, par exemple Ilic potentiellement, on a pu remettre en avant un joueur sur lequel on ne compte pas, mais qu'on va pouvoir vendre cet été parce qu'il s'est mis en évidence avec un autre club et du coup le prêt est bénéfique. Là, je trouve que le prêt n'a servi à rien et peut-être qu'à un moment donné, même si on sentait que le niveau de Lille est peut-être trop haut pour lui aujourd'hui, ça vient en plus dans un secteur où toi, tu n'avais plus personne en deuxième partie de saison et où tu as laissé partir à la fois Ousmane Touré et à la fois Raphaël Fernandez pendant le mercato d'hiver. Alors,
difficile de dire que les deux étaient des vrais challengers d'Alexandro et de Bafodé Diakité. Mais ils n'étaient même plus là, numériquement parlant. Et autant pour Ousmane Touré, ça a servi. Sa demi-saison à Valenciennes a été utile. Et je ne sais pas si l'an prochain, il aura encore le niveau pour être dans cet effectif de Lille. Mais pour moi, un prêt chez un gros de Ligue 2 pour faire une saison complète et revenir à la Hugo Ragoubert, je pense que c'est le plan idéal. Autant Raphaël Fernandez, à la fin de son prêt au Glasgow Rangers, je ne sais pas quelle est la suite, quel sera le plan pour lui. Et je ne vois pas quel projet on peut avoir à l'issue de ce prêt. Ouais, je te rejoins parce qu'on est sur un joueur, tu l'as bien dit, détruit psychologiquement, hein, c'est ce qui ressort même au sein du club, on l'avoue, c'est pour ça que il était parti du LOSC parce que même avec la réserve, c'était pas non plus ultra concluant et on sentait qu'il avait besoin d'autre chose. Mais c'est vrai que peut-être que le choix de l'envoyer du côté des Rangers, c'est assez, parce qu'on sait que c'est un club quand même en Écosse, assez sujet à la pression. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur club, le meilleur contexte pour se reconstruire. Et un petit peu à la manière de Thiago Moraes, qui lui est revenu au Portugal, à Rio Ave, qui s'est plutôt bien relancé. Je me dis plutôt entre guillemets parce que c'est pas non plus ultra transcendant. Pourquoi pas renvoyer Rafael Fernandez à Arouca ou dans un autre club de modeste de première division portugaise. Il serait rapproché de son chez lui, de son cocon. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, psychologiquement. Et quand on a un joueur qui, comme ça a été relaté, autant en difficulté psychologiquement, je suis pas sûr que le choix de l'envoyer en Écosse plutôt qu'au Portugal, ça a été plutôt vraiment pertinent pour Rafael Fernandez. Tu as parlé aussi du manque de profondeur qu'il y avait à ce poste. Lui semblait vraiment incapable quand même d'atteindre ce niveau au vu de son état psychologique, mais tu as bien souligné le fait que c'est absolument pas bénéfique. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur soit un départ libre, parce que ce joueur n'aurait potentiellement plus rien à offrir au LOSC, soit un prêt au Portugal, tenter cette expérience une année au Portugal pour voir si ça peut le relancer. Mais on est proche d'un point de non-retour. Et globalement, cette campagne du mercato d'hiver, il y a 1 an et demi, restera pas dans les annales. Thiago Moraes, André Ilic, Rafael Fernandez, aucun ne s'est imposé du côté du LOSC. Et peut-être qu'André Ilic reviendra ou fera l'objet d'une vente cet été, vu qu'il a très bien terminé la saison avec l'Union Berlin. Autant les deux autres, parce que même Thiago Moraes, ok, il a joué, mais Au moins, il joue, c'est ça. il a joué, mais il joue plus, il joue une mi-temps. Il n'a pas réussi à s'imposer en fait. Il n'a pas réussi à faire une saison aboutie de bout en bout. Donc c'est des joueurs sur lesquels Lille risque de perdre un peu d'argent, même si ce n'était pas des mises à 10 ou 12 millions d'euros à chaque fois. Je pense qu'il y aura de la perte sèche, à la fois sportive et économique, sur ces différents dossiers. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, de mon côté, je me suis focalisé sur les arrivées. C'est pour ça que je disais que ça a été compliqué à trouver. Alors, c'est le pire transfert, mais je vais rester gentil. Je vais dire que c'est le moins bon parce que pour moi, c'est pas non plus une opération négative. Je Je suis crois allé savoir sur qui tu vas citer. Oui, mais ça, oui, malheureusement, à mon grand désarroi, parce que c'est un joueur que je suivais beaucoup quand il était aux Pays-Bas, qui avait fait un très bon début de saison, qui par séquence a été très intéressant. On se souvient notamment de ce match face au Feyenoord. Son début de saison, son début d'année 2025 a été bon, mais ça a été très très court. Il a aussi été gêné, j'en parlais tout à l'heure, par les petits pépins physiques. C'est ce pubis un petit peu récalcitrant qui l'a empêché un petit peu de peser sur la fin de saison. C'est dommage parce que c'est un joueur qui est un petit peu plus âgé que Mathias Fernandez Pardo, par exemple, 23 ans, mais qui est vraiment un profil intéressant, profil beaucoup moins explosif, athlétique, mais beaucoup plus créatif, qui se rapproche un petit peu plus de Zegrova, qui n'est pas un ailier de profondeur, mais un ailier de percussion, de création. Je pense que Samé Sarawi aurait été là aussi le parfait pendant d'Edon Zegrova, qui se ressemble pas mal. Quelques petites différences, notamment athlétiquement, mais globalement, c'est un ailier qui, on l'a vu sur le début de saison, avait vraiment pas mal de belles choses à apporter du côté du LOSC. Malheureusement, manque de régularité, petit pépin physique aussi qui l'ont empêché de s'imposer dans la durée, mais c'est pas rédhibitoire. Pour moi, je pense que voilà, un petit été à se retaper, à bien soigner ce pubis peut lui permettre de revenir, d'apporter de la concurrence avec Mathias Fernandez Pardo. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Il y a aussi la perspective de voir Mathias Fernandez Pardo réaxé. On sait que lui, c'est son poste préférentiel. Et il dit, je suis meilleur dans l'axe que sur un côté. Il y a aussi cette possibilité de voir Mathias Fernandez Pardo en neuf et laisser la place à Osame Sarawi. En tout cas, ce sera un joueur à surveiller, je pense, sur la deuxième saison. Et pareil, peut-être qu'on peut partir sur une saison d'adaptation un petit peu malgré lui et sur une deuxième saison qui sera plus saine et plus performante. On verra, on suivra ça pour Osame Sarawi.
Et on souhaite que, comme pour Ocon Harrelson, on ait un tout autre jugement à l'issue de sa deuxième saison, en disant c'était une saison d'apprentissage, d'acclimatation, avec des petits pépins musculaires. Et dans un an, on dira très bonne saison d'Osama Sarawi qui s'est imposé comme l'ailier gauche du LOSC. C'est ça. Pour cette raison que je dis le moins bon transfert et pas le pire transfert, parce Mm. que c'est pas non plus négatif, je pense, sur cette première saison.